fois, au réveil, tout paraît décalé, comme si tu avais raté un épisode. Autour de toi, la vie bruisse, les rires fusent, les gens avancent sans pause. Tandis que toi, tu restes là, figé dans un silence intérieur, comme suspendu hors du temps. Ce n'est pas de la fatigue, ce n'est pas du désintérêt, et pourtant, tu ne peux pas bouger. Quelque chose à l'intérieur a changé, comme si une pièce essentielle du moteur s'était détachée pendant la nuit. Avant, tu étais animé. Il y avait ce feu, même si parfois artificiel, qui te poussait à faire, à chercher, à réussir. Aujourd'hui, même les choses que tu aimais semblent dénuées de sens. Ce n'est pas de la dépression. Ce n'est pas un burn-out. C'est plus subtil. Comme si ton âme refusait de continuer à jouer un jeu dont elle ne connaît plus les règles. Un jeune homme, appelons-le Malik, a traversé ça après une période de profonde méditation. Lui qui, autrefois, planifiait chaque heure, s'est retrouvé un matin incapable de remplir la moindre ligne de son agenda. Il se demandait s'il perdait pied, s'il était en train de se détruire. Mais au fond, il sentait autre chose. Un besoin de silence. Pas le silence autour de lui, mais celui à l'intérieur. Comme si chaque mouvement vers l'extérieur devenait une trahison de quelque chose de plus profond qui voulait naître. Malik ne savait pas nommer cela. Il appelait ça le grand vide. Il en avait peur, mais il ne pouvait plus faire semblant. Alors il a cessé de fuir. Il s'est assis. Il a regardé ce vide en face. Il n'y avait pas de voix céleste, pas de révélation soudaine, juste une respiration, lente, timide, mais vivante. Ce que Malik ignorait, c'est que ce moment, aussi obscur soit-il, marquait le début d'un basculement. Ce n'était pas une perte, mais une gestation. Il ne devenait pas moins lui-même. Il cessait juste d'être ce que les autres attendaient. Il laissait derrière une motivation construite sur l'image, la pression, l'ambition mimétique. Il entrait dans une zone liminale, entre l'ancien soi et quelque chose de non encore défini. Et dans cet entre-deux, il n'y avait ni direction claire, ni solution rapide. Juste un espace brut, nu, dérangeant. Mais dans cette nudité, quelque chose de vrai s'annonçait. Lentement, souterrainement. Tu ne perds pas ton feu. Tu réalises seulement que celui qui brûlait en toi n'était pas le tien. Et maintenant, dans ce silence, un autre feu tente de naître. Pas celui qui éclaire la foule, celui qui éclaire ton propre visage, quand tu oses, enfin, te regarder sans rôle, sans masque, sans décor. Il y a cette idée étrange que l'être humain doit toujours être en mouvement, que l'arrêt est suspect, presque dangereux, comme si l'immobilité trahissait une défaillance, un abandon. Pourtant, ce sont souvent les moments de pause qui réécrivent le plus profondément l'histoire intérieure. Loin du tumulte des objectifs, quelque chose de plus ancien et de plus sincère commence à respirer. C'est un peu comme ce vieux piano dans la pièce du fond, celui qu'on n'a pas touché depuis des années. Il ne fait plus de bruit, personne ne pense à lui. Mais un jour, sans raison apparente, tu poses les doigts dessus. Et dans ce geste simple, presque maladroit, tu sens que c'est là que tu devais revenir. Il ne joue pas encore juste, mais il sonne vrai. Pour Claire, ce retour à l'essentiel est venu par le corps. Elle avait toujours été dans l'action, portée par le besoin de réussir, de se prouver à elle-même qu'elle méritait sa place. Mais après une retraite de silence en montagne, elle est rentrée et plus rien n'avait la même texture. Le téléphone semblait peser plus lourd. Les conversations habituelles lui paraissaient déconnectées. Elle essayait de reprendre sa routine, mais chaque geste sonnait faux. Un matin, elle a ressenti une douleur sourde dans la poitrine. Rien d'alarmant médicalement, mais c'était comme un rappel. Son corps criait ce que son mental ne voulait pas entendre.
il était temps d'écouter autrement. Ce n'était pas la première fois que Claire ressentait cette fatigue. Mais cette fois, elle n'a pas résisté. Elle a laissé les tâches s'effacer une à une. Elle a observé cette lenteur imposée comme une langue nouvelle, une forme de poésie que son corps récitait depuis longtemps, mais qu'elle n'avait jamais pris le temps d'écouter. Et dans cette lenteur, elle a découvert des micro-gestes porteurs de vérité. S'étirer sans but, sentir la lumière du matin sur sa peau, respirer sans attente. Le monde extérieur continuait de tourner, mais pour elle, il y avait un autre rythme qui se dessinait, plus proche du cœur que de l'horloge. Le corps sait, bien avant que l'esprit comprenne. Il sait quand quelque chose ne sonne plus juste, quand une forme de vie n'est plus habitable. Et souvent, il ne crie pas. Il murmure, il ralentit, il tire doucement la corde jusqu'à ce que tu sois obligé de t'arrêter. Ce n'est pas une punition, c'est une invitation à désapprendre, à descendre en toi, à quitter l'autoroute pour marcher pieds nus dans les sous-bois de ton être. C'est peut-être là que commence le vrai mouvement, celui qui ne cherche pas à aller plus vite, mais à aller plus profond. Parfois, ce n'est pas le corps qui parle en premier, mais une absence, une disparition étrange, presque invisible, l'envie. Elle ne claque pas la porte, elle ne s'enfuit pas en criant. Elle glisse doucement hors de toi, comme une marée qui se retire sans prévenir. Tu te réveilles un matin et tu ne sais plus pourquoi tu fais les choses. Tu continues par habitude, par politesse envers le monde. Mais l'élan, lui, s'est évanoui. Et dans le silence qu'il laisse derrière, tu commences à entendre quelque chose de plus ancien, plus brut, plus nu. C'est exactement ce qui est arrivé à Jonathan. Il avait bâti sa vie autour d'un projet clair. Monter sa boîte, faire ses preuves, atteindre une certaine reconnaissance. Et il l'avait fait. À 33 ans, il avait tout ce qu'il pensait vouloir. Succès, confort, réseau. Puis, sans qu'il sache pourquoi, le goût s'est évaporé. Il entrait dans son bureau et ressentait une sorte de flottement, comme si son corps était là, mais pas son âme. Il a essayé de se motiver à nouveau, lu des livres, assisté à des conférences, suivi des coachings. Mais tout sonnait creux. Ce qu'il appelait autrefois passion n'était plus qu'un écho vide. C'est en discutant avec une vieille amie qu'il a mis des mots sur ce qu'il vivait. Elle lui a demandé « Tu fais tout ça pour qui, vraiment ?» Et Jonathan n'a pas su répondre. Ce qu'il croyait être son ambition était devenu, sans qu'il le voie venir, une cage dorée. Il avait confondu désir profond et programmation sociale. Il avait pris pour sienne une course qu'on lui avait tendue dès l'enfance. Et maintenant qu'il s'était arrêté, il découvrait qu'il n'avait jamais choisi la direction. Ce qu'il ressentait n'était pas une crise, c'était une lucidité. L'envie s'efface quand elle n'a plus de sol fertile. Et parfois, ce sol est saturé d'attentes, de conditionnements, de rôles. Il faut alors laisser mourir l'élan d'hier pour que quelque chose de plus intime, de plus vivant, puisse enfin se frayer un chemin. Ce n'est pas confortable, c'est même profondément déstabilisant, mais c'est aussi nécessaire. Car tant que tu avances avec une carte qui n'est pas la tienne, tu te perds à chaque intersection. Et quand tout devient flou, ce n'est peut-être pas que tu te trompes de route. C'est peut-être que tu es enfin en train de chercher ton vrai nord. Il y a dans ce genre de silence une profondeur que peu de gens osent visiter. Un silence qui n'est pas seulement absence de bruit, mais absence de direction, de certitude, de repère. C'est un peu comme si l'on entrait dans une forêt très dense, sans carte, sans sentier balisé. Juste cette sensation étrange que le retour en arrière n'est plus possible et que l'avant n'est pas encore accessible. Ceux qui s'y sont aventurés parlent souvent d'une sensation de flottement,
comme si leur ancienne identité avait glissé de leurs épaules sans qu'ils sachent encore par quoi la remplacer. Lina, une infirmière de 40 ans, avait toujours su prendre soin des autres. Sa vie était structurée par les horaires, les soins, les attentes, les responsabilités. Elle trouvait sa valeur dans ce qu'elle apportait. Puis un jour, à la suite d'un burn-out sévère, elle s'est retrouvée face à elle-même. Plus de blues, plus de patients, plus de cadres. Juste elle. Et elle ne savait plus quoi faire d'elle-même. Elle s'est d'abord sentie inutile, presque transparente, comme si elle avait perdu non seulement sa motivation, mais aussi sa raison d'exister. Et pourtant, c'est dans cette désorientation que quelque chose a commencé à émerger. Pas comme une révélation soudaine, mais comme une petite voix, enfouie sous des années de service aux autres. Cette voix ne disait pas grand-chose. Elle ne donnait pas de plan. Elle ne criait pas. Elle demandait seulement qu'on l'écoute. Alors Lina a commencé à écrire. Chaque matin, elle notait ses pensées, même les plus confuses. Elle marchait sans but. Elle laissait le vide exister sans tenter de le remplir. Peu à peu, elle a compris que ce n'était pas la fin de quelque chose, mais le début d'une autre manière d'être au monde. Ce type de silence ne se combat pas, il se traverse. Il enseigne que l'être humain n'est pas une fonction, une mission ou une image. Il est d'abord une présence. Et cette présence, quand elle est libérée de ses obligations, peut enfin respirer à son rythme. Il y a un mot japonais, ma, qui désigne l'espace entre deux choses, l'intervalle sacré. Ce que Lina vivait, c'était ce ma, cet entre-deux plein de potentiel, mais encore sans forme. Ce n'était pas un néant, c'était une matrice. Et dans cette matrice, elle apprenait à ne plus faire pour être, mais à être pour sentir, lentement, ce qui valait encore la peine d'être fait. Il arrive un moment où ce que tu as fui toute ta vie se dresse devant toi, non pas pour t'accuser, mais pour être vu. Pas analysé, pas corrigé, juste vu. C'est une présence étrange, parfois dérangeante, mais intensément vivante. Une colère que tu croyais avoir dépassée, une tristesse que tu pensais avoir guérie, une honte dont tu pensais t'être affranchi. Et pourtant, les voilà, intacts, comme des enfants qu'on avait enfermés dans une pièce sombre, en espérant qu'ils finissent par disparaître d'eux-mêmes. Ce moment-là, c'est la rencontre avec l'ombre. Julien, 28 ans, croyait avoir réglé ses blessures. Il avait fait des stages, suivi des formations, médité pendant des heures. Et pourtant, dans un simple échange avec son père, une phrase a suffi à le faire exploser. Une fureur immense l'a traversé, disproportionnée. Il s'est surpris à hurler, à trembler, à pleurer. Et après, un épuisement total. Il avait honte. Il croyait avoir régressé. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que ce n'était pas un retour en arrière. C'était une percée. Ce qu'il contenait depuis des années, ce qu'il avait poli, déguisé, rationalisé, venait de frapper à la porte. Pas pour le détruire, pour l'intégrer. Ce que Jung appelait l'ombre, ce n'est pas seulement le mal en nous, c'est tout ce que nous avons mis de côté pour être acceptés. Cela peut être des émotions, des désirs, des élans, des instincts. Et ces parties ne meurent pas. Elles patientent. Elles s'organisent dans l'obscurité de la psyché. Elles deviennent des tensions, des symptômes, des schémas répétitifs. Jusqu'au jour où, le masque étant tombé, elles peuvent remonter à la lumière. Mais cette lumière, loin d'être douce, est souvent crue. Elle ne flatte pas, elle révèle. Julien, après ce moment, n'a plus tenté de faire taire sa colère. Il a commencé à dialoguer avec elle, à reconnaître quand elle pointait, à lui demander ce qu'elle voulait dire, ce qu'elle protégeait. Et il a découvert que derrière cette rage,
Il y avait un besoin démesuré d'être entendu, de ne plus être ignoré. Il ne s'est pas guéri. Il s'est rapproché de lui-même. La vraie transformation n'est pas dans le rejet de ce qui fait mal, mais dans sa reconnaissance. Tu ne guéris pas ce que tu continues à fuir. Et cette phase, inconfortable, imprévisible, bouleversante, est l'un des plus précieux tournants du chemin intérieur. C'est l'instant où tu cesses de vouloir être parfait pour commencer à être entier. Ce qui se passe après ce face-à-face avec l'ombre n'est pas spectaculaire. Il n'y a pas de triomphe, pas d'applaudissement intérieur. Juste une sorte de calme étrange, presque inquiétant. Comme si quelque chose en toi s'était effondré, mais que rien de nouveau n'était encore apparu pour le remplacer. Tu marches, tu parles, tu vis, mais une partie de toi reste silencieuse, en retrait, comme en attente. C'est une étape déroutante, car elle ne ressemble à rien de connu. Tu n'es plus dans la douleur aiguë, mais tu n'es pas non plus dans l'élan. Tu es entre les deux, suspendu. On pourrait comparer cet état à celui du cocon. La chenille, une fois entrée dans sa chrysalide, ne devient pas un papillon immédiatement. Elle se dissout, littéralement. Elle devient une sorte de bouillie, informe, sans contour. Rien de ce qu'elle était ne reste solide. C'est un processus de démantèlement complet. Et si on ouvrait le cocon à ce moment-là, on ne verrait ni l'un ni l'autre. Juste un chaos. C'est exactement ce que vit l'âme dans cette phase. Une déstructuration nécessaire, mais totalement désorientante. Mireille, qui avait passé sa vie à enseigner avec passion, a décidé de prendre une année sabbatique. Elle s'attendait à du repos, à des balades, à du temps pour elle. Ce qu'elle a rencontré, c'est une forme de néant. Les livres ne l'intéressaient plus. Ses anciens projets la laissaient froide. Même la méditation, qu'elle pratiquait depuis longtemps, semblait creuse. Elle passait des journées entières à juste être là, regarder par la fenêtre, boire du thé sans envie. Au début, elle pensait à une dépression. Mais au fond, elle savait. Ce n'était pas un effondrement, c'était une mutation. Ce genre de période que beaucoup fuient est pourtant essentielle. C'est là que se joue l'installation silencieuse du soi. Pas un soi spectaculaire, rayonnant, prêt à conquérir le monde. Non, un soi plus sobre, plus enraciné, qui commence à observer, à écouter, à sentir. Il ne pousse pas à l'action. Il ne cherche pas à briller. Il apprend à être là, à faire de la place, à ne plus remplir chaque silence par un bruit, chaque creux par une tâche. Il y a une force immense dans cette immobilité, une gestation souterraine. Le monde extérieur continue de courir, de parler fort, de projeter. Mais toi, dans ce repli, tu commences à percevoir des signes. Une nuance dans un regard, une sensation dans ton ventre, une idée fragile mais persistante. Ce sont les premiers filaments de ton propre fil, le tien, pas hérité, pas copié. Lentement, il cherche à s'enraciner. Il y a un moment dans cette traversée où, sans prévenir, quelque chose change. Ce n'est pas un retournement de situation, ni une révélation éclatante. C'est subtil, presque invisible pour l'œil non averti. Une pensée passe, et pour la première fois depuis longtemps, tu n'en fais pas tout un drame. Une émotion te traverse, et tu n'as plus besoin de la justifier. Tu ne sais pas encore qui tu es, mais tu sens déjà que tu n'es plus exactement celui ou celle que tu étais. C'est un changement de gravité intérieure, comme si ton centre s'était déplacé, sans bruit. Paul, qui avait toujours cherché l'approbation des autres, s'est surpris un jour à dire non. Non à un projet, non à une sollicitation, non à une attente. Il n'y avait pas de colère, pas de revendication, juste une évidence tranquille.
Ce non venait de quelque chose de plus profond que ses anciennes peurs. Il n'a pas crié victoire. Il ne s'est pas applaudi. Il a juste continué sa journée avec une sensation étrange dans la poitrine, celle d'avoir été fidèle à lui-même. Et cette sensation, il ne l'avait jamais vraiment connue. Pas comme ça. Ce genre de gestes, infimes en apparence, sont en réalité des jalons majeurs dans le processus d'individuation. Ce sont des marqueurs de l'émergence du soi. Non pas celui qu'on affiche, mais celui qui commence à guider de l'intérieur. Il ne donne pas d'ordre. Il suggère. Il ne dicte pas une direction. Il murmure une cohérence. Et à mesure que tu commences à l'écouter, même timidement, quelque chose s'apaise. L'urgence se tait. La comparaison se dissout. Le jugement perd sa prise. Tu n'as pas encore de plan, ni de grande ambition. Mais tu sens que certains choix deviennent impossibles, non parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ne sonnent plus justes. C'est comme accorder un instrument. Tu ne joues pas encore de la musique, mais tu reconnais déjà les fausses notes. Et cette reconnaissance change tout. Elle ne t'élève pas au-dessus des autres. Elle te rapproche de toi. Et cela suffit. Peu à peu, les contours se redessinent. Pas avec des grandes déclarations, mais avec des gestes simples. Choisir de te reposer quand tu es fatigué. Dire ce que tu ressens sans chercher à convaincre. Refuser un masque, même subtil, même flatteur. Et dans ces choix, un nouveau type de motivation commence à émerger. Elle ne vient plus d'un manque, d'un besoin de combler, de séduire ou de briller. Elle vient d'un endroit paisible, presque sacré, où chaque action est un prolongement de ton écoute. Cette nouvelle motivation n'a pas l'allure d'un cri de victoire. Elle n'explose pas comme une promesse. Elle ne s'affiche pas comme un objectif. Elle naît dans le silence, dans la lenteur, dans une sorte de maturité intérieure qui ne cherche plus à prouver, mais à exprimer. Tu ne ressens plus le besoin de convaincre qui que ce soit, même pas toi-même. Ce qui se met en place, ce n'est pas un projet grandiose, mais une direction fine, intérieure, invisible de l'extérieur, mais solide comme une montagne. C'est ce qu'a ressenti Nour, après des années aérées d'ateliers en séminaire, de pratiques en discipline. Elle avait tout essayé pour retrouver l'envie, mais ce n'est que lorsqu'elle a cessé de chercher qu'un mouvement s'est amorcé. Un matin, elle s'est levée sans agenda. Elle s'est assise avec un thé chaud, à observer la lumière sur le mur, et quelque chose en elle a dit « C'est ça, commence là ». Elle ne savait pas ce que ce « ça » voulait dire exactement. Mais elle a pris un carnet et elle a écrit. Ce n'était pas de la littérature, pas de l'art. C'était un fil, le sien. Et en suivant ce fil, jour après jour, elle a retrouvé une forme de verticalité. Pas une ligne de conduite imposée, une force tranquille. Ce que Nour avait compris sans vraiment pouvoir l'expliquer, c'est que l'âme ne fonctionne pas par volonté. Elle ne s'active pas à la pression. Elle ne répond pas aux échéances. L'âme avance par résonance. Elle bouge quand quelque chose, en toi, entre en vibration avec la vie. Ce quelque chose est souvent minuscule. Une couleur, une odeur, une rencontre, une idée. Mais quand il touche juste, il met en mouvement un monde entier. Cette motivation-là ne fatigue pas. Elle ne t'épuise pas, car elle ne te pousse pas. Elle t'appelle. Et dans cet appel, il n'y a ni promesse ni menace. Juste un rappel. Tu es vivant, ici et maintenant, et ce que tu choisis d'honorer devient réel. Même si personne ne le voit, même si cela ne rapporte rien, même si cela semble insignifiant. Le geste juste n'a pas besoin d'applaudissements. Il y a, au fond de ce processus, une forme de liberté nouvelle. Pas celle de faire tout ce que tu veux, mais celle de ne plus être tenu de devenir ce que tu n'es pas. Et cette liberté,
une fois goûté, rend toute fuite inutile. Tu n'as plus besoin d'échappatoire. Tu n'as plus besoin de te perdre dans des rôles. Tu es là, simplement. Et cela suffit.